Nous allons donc aborder cette partie qui va porter sur le processus d'élaboration des plans de développement communaux. En abordant cette partie, ce que nous allons essayer de faire, c'est de faire une vue panoramique de ce qui est attendu dans le processus d'élaboration. Parce que dans le séquencement progressif des exposés qui vont suivre, on va entrer maintenant en détail de manière progressive sur des éléments qu'on a eu à aborder ici. Parce qu'ici, il est question pour nous de vous donner d'abord une vue d'ensemble en ce qui concerne ce processus d'élaboration. C'est pourquoi nous allons commencer par introduire, après quoi on va montrer comment est-ce que le processus de préparation se fait en matière de planification, ainsi que ce que comportent les étapes de diagnostic et de prospective stratégique. Le choix de commencer par vous présenter une vue panoramique de ces aspects est lié au fait que il était question dans notre mandat de s'appesantir sur la conduite des diagnostics territoriaux. C'est-à-dire même si on va voir tout le process, qu'on insiste davantage sur des aspects précis. Parce que ce sont des aspects face auxquels vous serez confrontés au quotidien dans l'exercice de vos missions. Ainsi donc, nous disons que lorsqu'on a un processus d'élaboration d'un plan de développement communal ou des communautés à faire, dans les différentes étapes, on a 8 séquences principales. 8 séquences principales, ça veut dire que pour ceux qui avaient déjà mémorisé ce qu'on faisait avec le PCD, qui avait 7 étapes, ils peuvent déjà comprendre qu'il y a un premier changement. On a basculé à autre chose. La première étape, c'est qu'on a la préparation du processus de planification. La préparation du processus de planification qui renvoie à tout ce qu'on peut mener comme activité préalable pour pouvoir démarrer le processus. Ça, rien n'a changé, c'est la démarche, on prépare. On pourra voir les spécificités plus tard. La deuxième étape, celle-là, c'est celle du diagnostic participatif. Le diagnostic participatif, c'est cette séquence-là qui consiste à chercher à comprendre quel est le problème, essayer d'identifier ce qui fait problème ou ce qui constitue un souci. Ça aussi, c'est une étape pour ceux qui avaient mémorisé l'ancien processus. La deuxième étape, elle est restée au même niveau. Maintenant, là où les changements commencent, on a maintenant ce qu'on appelle la prospective stratégique. Là, la prospective stratégique. Avant, c'était pas ça. Avant, c'était plutôt la planification. Donc là, on a évolué. Dans cette prospective stratégique, il est question ici toujours, sur le plan stratégique, de se fixer, sauf qu'on ne formule plus ça automatiquement comme ça pouvait être par le passé. Donc ça, c'est l'étape 3. L'étape 4 renvoie maintenant à la formulation des choix stratégiques. Après cette formulation des choix stratégiques, il y a ce qu'on appelle l'évaluation du coût du plan et le cadrage budgétaire. Après ça, nous avons la définition des modalités de mise en œuvre de suivi-évaluation, la validation du plan, la diffusion et la vulgarisation du plan. Donc, vous voyez qu'à partir de l'étape 3, prospective stratégique, le libellé des séquences change et le contenu aussi va changer en termes d'éléments à intégrer. Parce que je sais que beaucoup, nous avons passé la nuit à exploiter un peu les fiches tests et on a lu un peu les attentes et tout ce que vous avez formulé. On a constaté que beaucoup avaient des questions en lien avec pouvoir bien faire la différence entre ce que ceci nous apporte de plus que ce que le PCD avait. Il y a des éléments supplémentaires. Donc, soyez bien attentifs. Si vous avez déjà mémorisé l'ancien processus qui avait la préparation, le diagnostic, la planification, la mobilisation des ressources, la mise en œuvre, ainsi de suite, formatez ça de votre esprit. Retenez maintenant préparation, diagnostic, prospective stratégique, formulation des choix stratégiques, évaluation du coût, définition des modalités, validation du plan et diffusion, vulgarisation. De manière pratique, cela renvoie à quoi? Il faut comprendre que dans la mise en œuvre du processus, en termes de préparation, il y a des éléments qui constituent des séquences fondamentales. Ce sont les séquences dans lesquelles on ne peut s'en sortir. Il faut par exemple qu'on puisse dans la préparation s'assurer qu'on a mis en place un dispositif institutionnel qui va être chargé de la coordination. À l'époque, nous avions ce qu'on appelait quoi? Le COPIL, comité de pilotage, que nous avions très bien et qui constituait l'outil qui faisait le suivi pendant la mise en œuvre du processus. Ici, là, on nous dit qu'on a ce dispositif institutionnel qui est mis en place. Dans le guide, on a bien détaillé, il y a une coordination qui est mise. C'est toujours des acteurs qu'on nomme à travers une décision municipale qui permet d'avoir des gens qui vont faire le suivi du processus. Cela fait que, avec eux, au niveau de la préparation, il est important qu'on s'accorde sur le cadrage méthodologique du processus.
Qu'est-ce qui va être fait de manière concrète? Ça va se faire en combien d'étapes? Ça va prendre combien de temps? C'est tout ça qu'on essaye de gérer au niveau de l'étape préparatoire. On le fait parce que il y aura une séquence importante qui va porter sur l'information et la sensibilisation des acteurs. Si vous ne prenez pas la peine, quand vous démarrez un processus de planification, de vous rendre auprès des acteurs qui vont vous donner des informations clés, le processus sera biaisé. Il y a des sectoriels, par exemple, qui sont déterminants dans le processus. Vous ne pouvez faire la planification sans passer par eux. Il y a des acteurs comme des chefs, il y a des acteurs comme les autorités sur le plan institutionnel. Le sous-préfet doit savoir, vous serez sur un territoire, vous faites un PDC. Ça veut dire que ça, l'aire géographique concernée, c'est l'arrondissement. Le patron de l'arrondissement, c'est le chef de terre. Le chef de terre, c'est celui qui peut te dire de rester ou de ne pas rester. C'est celui qui peut te faire sortir de son territoire. Donc, vous devez rencontrer le sous-préfet. Parce qu'il faudrait qu'il sache que, dans les jours qui viennent, il y aura un processus d'élaboration d'un plan de développement communal qui va devoir être fait, par exemple. Ça induit que quoi? Ça induit que quand vous aurez géré bien cette séquence de préparation des acteurs, il en sera de même pour le conseil municipal, où le maire et ses adjoints ils devront être informés, devraient savoir ce qui les attend. On va donc passer à l'étape suivante, qui est le lancement officiel de l'activité. Ça n'a pas changé. On avait toujours l'atelier de lancement. Vous connaissez notre atelier de lancement là, non? Où on a informé toutes les autorités, toutes les personnes, les chefs de village, on présentait le chronogramme de passage, on essaie d'expliquer. Il faudra toujours qu'on ait ça. Parce que si vous ne faites pas ça, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez sur le terrain, les éléments que vous enverrez collecter, les données, quand ils vont se déployer, quand ils vont arriver devant le délégué du Mincommerce, le commissaire du délégué, on est là pour les questions de commerce. On voudrait savoir dans l'arrondissement, il va dire que toi, c'est qui? Tu sors d'où? Tu veux quoi? C'est pourquoi? Alors que s'il a été informé au cours de l'atelier de lancement, il saura déjà que c'est un processus qui est engagé et que le travail de collecte rentre parfaitement dans ce qui a été initié au départ. Voilà pourquoi on dit que dans la préparation, il y a maintenant ça, et il y a ce qu'on appelle la collecte des données et des ressources documentaires. Tout ce qui peut nous aider en termes de documentation pour avoir les premières informations. Et ça, c'est un peu d'abord, parce que hier, on m'a fait l'observation que j'allais trop vite. Donc, il faut que je revienne doucement. Donc, nous sommes ici à l'état préparatoire. Vous savez qu'à RFI, il y a un journal, le journal en français facile. C'est un journal où on prend les mots terre à terre. On est ici à l'état préparatoire, et à l'état préparatoire, il est important de s'assurer qu'on a rencontré toutes les autorités qui vont être concernées par le processus. On a essayé de s'assurer qu'on a donné la bonne information. On a collecté tous les documents nécessaires. Si c'est une commune qui avait déjà eu à faire un processus de planification, est-ce qu'elle dispose d'un PCD? C'est ce qui est ancien. Est-ce qu'elle dispose d'un plan d'occupation des sols? Est-ce qu'elle dispose d'un... Quel document de planification dispose-t-elle? Parce qu'on aura besoin de connaître ce qui existe avant de pouvoir mettre en œuvre ce qu'on va faire sur la base du guide qui nous demande de procéder à l'élaboration de ce PDC. Ce qui veut dire que dans l'étape de préparation du processus toujours, il sera important pour nous de mettre en place les conditions nécessaires pour un bon déroulement du processus. Et par rapport à ça, l'un des préalables sera quoi? La délibération de l'organe délibérant relatif à l'élaboration du plan de développement. Certains ont souvent eu à croire que c'était un élément qu'ils pouvaient sauter. Mais je vous dis, ça rattrape toujours. Si au niveau de la CTD, qui est bénéficiaire du plan communal, ou du plan de développement, ou du plan régional, vous n'avez pas d'abord cette délibération-là, qui demande, qui autorise qu'on puisse faire cela, vous aurez des soucis. Parce que la mise en œuvre du processus va exiger à un moment donné qu'il y ait par exemple un atelier de lancement, ou qu'il y ait peut-être un atelier de validation d'un rapport. Et pour que l'atelier se tienne, il va falloir que sur le plan financier, on mobilise certaines ressources. Peut-être pour prendre en charge les sectoriels qui vont venir, ou bien pour donner le transport aux conseillers municipaux ou aux conseillers régionaux qui vont être là. Pour qu'on puisse le faire, il faudrait que au niveau de la CTD, qu'on ait prévu, qu'on ait d'abord le document qui autorise la commune à élaborer son dit document de planification, pour qu'on puisse être capable de toucher une ligne qui pourra financer certaines activités. Mais si on n'a même pas déjà d'abord cela, on peut penser que c'est un document qu'on fait comme ça pour le faire. Il n'y aura jamais les ressources pour pouvoir avancer. Hein, madame, au niveau du centre là, le conseil régional, ce n'était pas souvent facile, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait à chaque fois, on dit, bon, le comité a siégé, on fait comment, on gère comment, ainsi de suite. Il faut aller regarder la ligne qui a prévu ci ou ça. C'est pour ça que c'est important de procéder d'avoir ce préalable. Deuxièmement, il faut procéder à l'évaluation du précédent plan. Ça va varier selon la commune. Est-ce que c'est une commune qui disposait déjà d'un plan? En principe, à moins que je me trompe, mais je ne pense pas que je puisse me tromper. Toutes les communes du Cameroun ont déjà eu à avoir un plan. Je suis au niveau des communes. Même toutes les régions, il y a eu les plans régionaux. Ça
Ça veut dire en principe que quand on parle de l'évaluation du précédent plan, il s'agira ici de prendre, si on est au niveau de la commune, de prendre le PCD existant et de commencer à dire, OK, sur la base de ceci, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'évaluation? Parce qu'on ne va pas venir refaire les mêmes choses. Il faut bien qu'on sente qu'on a avancé. Certains se posent souvent la question de savoir, mais pourquoi on fait souvent cette évaluation? On fait cette évaluation parce que même les statisticiens qui sont ici dans la salle, ils ne vont pas me dire le contraire. En termes de données démographiques, on sait très bien qu'une population, lorsqu'on passe le cap de 5 ans, 10 ans, ce qu'on avait prévu comme besoin pour ces populations devient obsolète. Il faut pouvoir passer à un autre niveau. C'est aussi pour ça que le plan qu'on élabore, on se dit, même si on ne l'a pas totalement mis en œuvre, il y a quand même quelques réalisations qui ont été faites. Et si aujourd'hui, dans le village Fangwa, les gens avaient dit qu'ils ont besoin d'eau comme étant la priorité numéro 1, et ils ont besoin de la route comme étant la priorité numéro 2. Ça, c'est ce qu'ils ont dit en 2025. En 2024. Il peut arriver qu'en 2025, suite à un financement d'électricité dans un village Fango voisin, et comme l'électricité ne se fait pas que dans une zone, ça traverse. L'électricité doit traverser le village. Maintenant, ils vous disent que non, ce n'est plus l'eau qui est prioritaire pour nous. Ils vous disent que maintenant, ce qui est prioritaire pour nous, c'est plutôt quoi? C'est plutôt un hangar de marché. Parce qu'ils veulent là-bas avoir un petit endroit et un coiffeur, ils veulent vendre un peu du poisson frais, je veux dire, les besoins ils mutent parfois en fonction de l'évolution du temps. Et c'est comme ça que si vous continuez à garder votre document de planification que vous avez fait il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous allez vous rendre compte que vous continuez à avoir des données caduques que vous présentez comme étant les besoins des acteurs ou des populations, alors qu'il y a déjà une évolution sur le terrain. Voilà pourquoi on demande de faire cette évaluation du précédent plan. Jusqu'où a-t-il été mis en œuvre? Qu'est-ce qu'on devrait ajouter en plus? C'est ça qui est important. À la suite de ça, on a, ça c'était les préalables, on a les différentes étapes. Parmi les étapes, j'ai évoqué tout à l'heure la mise en place du dispositif institutionnel. Rappelons-nous que nous sommes dans les étapes préparatoires. Il y a le cadrage méthodologique que j'ai cité. Il y a les informations sans sensibilisation des acteurs, ça on l'a évoqué. Il y a le lancement officiel de l'activité qu'on a évoqué. Et il y a maintenant la collecte des données et des ressources documentaires. Nous, on présente d'abord l'essentiel. On a des tas de documents là-bas qu'on peut vous présenter sur les modèles de lettres, de cela par rapport à la préparation du processus et tout. Il y a tellement de choses. Mais nous voulons que vous compreniez d'abord la démarche. Le reste va suivre. Et en termes d'extrants, il faudrait dire qu'il y a ce texte portant création d'une organisation du dispositif institutionnel, la note de cadrage méthodologique, celle-là qui encadre, qui va être faite sur le plan du processus, et les données de base documentaires qui sont disponibles. Et pour ça, c'est une fiche de collecte. Et la durée envisagée, c'est 15 jours. Ça, c'est la théorie. Parce que sur le plan pratique, il peut arriver qu'en fonction de la taille de la commune et de la masse de données à gérer, on se retrouve en train d'aller au-delà des 15 jours. Ça peut arriver. Mais retenons déjà que dans le cadre de ce processus, les étapes préparatoires prévoient ceci. On évolue et puis on dit la séquence liée au diagnostic participatif. Dans cette séquence-ci-là, il faudrait déjà qu'on puisse, en termes de diagnostic participatif, voir comment dresser le profil. Ça, c'est les objectifs, le profil de la CTD, identifier, analyser les problèmes. Et puis, en fait, l'extrait qu'on aura ou le résultat, c'est le rapport du diagnostic sur le développement de la CTD. Et pour ça, il faudrait au préalable qu'on ait d'abord eu les données statistiques disponibles, ainsi que la cartographie, qu'on ait pu délimiter le périmètre du diagnostic, qu'on ait actualisé les monographies, qu'on ait revu les politiques de développement, qu'on ait formulé le diagnostic et qu'on ait validé le diagnostic. Revue des politiques de développement. Ce qui faisait les PCD avant, c'est les termes qu'on ne voyait pas dedans. Ça fait partie des éléments qu'on a intégrés. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas seulement venir faire une planification du développement, mais il faut même d'abord essayer d'évaluer, de questionner ce qui a d'abord été fait. À l'échelle de la commune, ça se gère encore. Mais à l'échelle du PRD de la région, je vous assure, ce n'est pas facile. Parce que quand vous devez prendre toutes les données pour dire, OK, en matière de financement, voilà ce qu'on a eu dans le domaine de la santé, voilà ce qu'on a eu dans cela, essayer de voiler, pour essayer de voir ce qu'on peut encore prévoir. L'exercice est fastidieux. C'est pour ça que ça prend souvent beaucoup de temps. Donc, ça c'était en ce qui concerne le diagnostic participatif de manière résumée. Mais, comme je vous ai dit, on aura à revenir là-dedans, dans un exposé qui va entrer en profondeur. Ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que ce diagnostic participatif n'a pas changé. Il y a toujours un DIC. DIC, c'est le diagnostic institutionnel communal. Il y aura un DEC, diagnostic de l'espace urbain communal. Et puis, il y aura ce qu'on va appeler désormais, et là il y a un changement qui survient, un DNV, diagnostic niveau village. On a enlevé le P,
C'était DPNV avant. Maintenant, c'est DNV. Hein, la commune de Tchang, vous êtes bien arrivé? Le voyage n'a pas été très compliqué, j'espère. Mais ça va. Entre le froid et la chaleur, tout va bien. N'est-ce pas? Parce que c'est qu'à Tchang, parfois, les moments où vous vous levez le matin, vous ne voyez pas votre voisin. Hein? C'est la brume totale. Voilà. À l'époque, quand on était élèves, nous, on mettait les gants, on portait les gants avant d'aller à l'école. Très bien. Je disais qu'il y aura ces 3 niveaux de diagnostic-là. Vraiment, diagnostic institutionnel communal, ça veut dire qu'on va essayer de questionner, sortir les forces et les faiblesses de la commune au niveau de l'institution. Ça, c'est ce qu'on va faire. Diagnostic de l'espace urbain communal, on va se focaliser sur la partie ville de la commune. Ça, c'est le diagnostic de l'espace urbain. Maintenant, le DNV, diagnostic niveau village, on va se focaliser sur la partie rurale de la commune. C'est ce qu'on va faire là. Donc, tout à l'heure, dans un autre exposé, on va entrer dans plus de détails. Mais moi, j'aimerais que vous compreniez que si on ne disséquait pas, si on ne segmentait pas les portions de diagnostic à faire pour avoir la situation globale, on devait se retrouver dans l'ancienne configuration, tout était mélangé, tout était embouteillé. Un jour, un de mes étudiants m'a posé la question, parce que j'enseigne par ailleurs dans un établissement supérieur, les questions de décentralisation et de développement local. Un de mes étudiants m'a posé la question de dire, Monsieur Azébazé, pourquoi est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir 3 niveaux de diagnostic pour pouvoir être sûr qu'on a procédé à un bon diagnostic dans la CTD? Pour répondre à la question, j'ai utilisé la métaphore suivante. Lorsque vous allez à l'hôpital et que vous êtes souffrant, généralement, il y a d'abord un premier niveau. Vous avez une dame là qui est souvent là, qui est parfois très brune comme ça là, qui fait comme si elle ne s'occupe pas de vous, parfois dans certaines formations sanitaires. Cette dame là, quand vous arrivez, elle vous dit, monsieur, vous souffrez de quoi? Elle prend d'abord les paramètres, elle note. Elle prend le tube à glisser, elle note. Le fait que j'ai dit très brune, ce n'est pas parce que j'ai un problème avec les brunes. C'est parce que dans l'institution sanitaire, il arrive qu'on ne positionne pas n'importe qui à la feuille. On peut être noir comme on peut être brun, mais ça dépend de la formation sanitaire. Ce n'est pas au hasard. J'ai eu à questionner un médecin un jour qui m'a expliqué certaines choses. Il m'a dit, si vous avez une personne qui est frustrée, nerveuse, aigrie, que vous positionnez à la feuille, beaucoup de patients vont fuir votre formation sanitaire parce qu'ils vont dire, nous ne sommes pas bien traités. Or, c'est la première personne avec qui on entre en contact avec la formation sanitaire. Pour ceux qui ont cru que j'avais dérapé, je suis bien dans les rails. Alors, la métaphore est la suivante. Quand vous arrivez à l'hôpital, vous avez d'abord cette personne qui prend vos paramètres. Le poids, la taille, la glycémie, machin, truc et tout. C'est le premier niveau de diagnostic. Quand vous sortez de là, il dit, vous voulez expliquer que, en fait, madame, ça chauffe, ça pique, je ne dors. Elle dit, c'est même pas avec moi. Tu as quelle taille, tu as quel poids, c'est tout ce qu'elle prend, les paramètres. Quand elle finit avec vous, vous entrez dans le bureau maintenant du médecin. Le médecin, quand lui prend, il ne demande pas que tu as quelle taille, tu as quel poids, tu choses comme ça. Ça ne l'intéresse pas. Il dit, vous vous sentez, quel est le problème? C'est vous qui commencez à dire, oh, depuis je ne dors pas, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Il note. Vous avez pris quoi? J'ai pris, et puis, il vous dit, bon, ok, on va essayer de voir. Ça, c'est le deuxième niveau. Quand parfois il finit de vous écouter, il prend une ordonnance. Il écrit. Et quand il écrit très souvent, il arrive qu'il vous prescrive des examens. Et quand il prescrit les examens, c'est pour que vous partiez soit faire une radio, soit une échographie, soit. Mais c'est pour permettre d'avoir maintenant une clarté avant de se prononcer. Vous avez eu un premier niveau de diagnostic qui était avec la dame de l'accueil. Vous avez eu un deuxième niveau de diagnostic qui est avec le médecin qui vous a consulté. Vous avez un troisième niveau de diagnostic qui est ce que vous obtiendrez des résultats des examens. Avec ça maintenant, quand vous revenez, le médecin dit, bon, ok, d'accord. Ce que tu vas prendre 3 paracétamol 2 fois par jour, avec, il te prescrit. Voilà. Si dans le cadre du diagnostic, on ne procède pas aussi en disséquant avec tout ce que la CDT peut avoir, en disant on commence par l'institution communale, quelles sont les forces et les faiblesses en matière de gestion des ressources humaines, en matière de... On va entrer dedans plus tard. Si on ne voit pas au niveau de la ville, les problèmes que la ville a spécifiquement, comment on fait pour s'en sortir? Si on ne prend pas le temps de regarder maintenant au niveau de l'espace qui est dans les villages, comment on va faire? C'est un peu comme cette affaire que je viens de schématiser avec ce parcours chez le médecin. Voilà pourquoi il y a ces 3 niveaux. Donc, ça, c'était pour un peu essayer de ressortir
ce qu'on peut rencontrer au niveau du diagnostic. Mais sinon, en ce qui concerne les échelles de formulation du diagnostic de la commune, avec la consultation des acteurs de développement, parce que je vous ai dit, il y a ce diagnostic-là qui est fait avec une évaluation socio-économique de ce qui a été mis en œuvre comme politique. Vous avez toute une fiche qui vous permet de collecter les données sur la géographie, la démographie, le social, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'à partir de là, il y a un choix des thématiques prioritaires dans le cadre du diagnostic qui va permettre qu'on puisse axer les interventions. Et les principales thématiques à couvrir aussi, elles ressortent. Puis, bref, pour que vous compreniez facilement, avant, lorsqu'on collectait, on collectait dans 28 secteurs. On finissait de collecter, on essayait de faire une planification sur la base. Maintenant, ce n'est plus comme ça. On collecte dans les secteurs, mais quand on veut maintenant travailler, il y a un traitement qui est fait sur la base d'une fiche, où on a une priorisation qui est faite même en termes de secteur ou d'action qu'on devrait mener. On se comprend un peu. Donc à ce niveau, il y a eu un recadrage de ce qui est fait. Ce qui fait que ce n'est plus à faire tel qu'on le pensait par le passé. Puis, nous disons, il y a l'actualisation de la monographie de la commune qu'on a citée. Cette actualisation participe du fait que on avait des données qui avaient été collectées jusqu'à un moment donné. Il faut bien qu'on actualise parce que la population a changé, le nombre de salles de classe qu'il y avait dans la commune a changé, le nombre de forages, ainsi de suite. Ce n'est pas la même chose. Toutefois qu'on veut faire la planification, on prend d'abord la situation des références. Ensuite, on se projette. C'est pourquoi hier, on a commencé par vous donner les définitions des concepts. C'est parce qu'on savait qu'aujourd'hui, on devait commencer à mettre les premiers parpaings de notre fondation. C'est ça qu'on commence déjà à mettre. Et nous disons aussi que il y a les spécificités en ce qui concerne l'actualisation d'une monographie qui voudrait que des acteurs particuliers soient consultés. On a le MINDU, par exemple. On ne peut pas ne pas le consulter parce que vous faites le diagnostic de l'espace urbain de la CTD. Qui est la personne qui répond de l'urbain au Cameroun dans une CTD? C'est le responsable du MINDU. Vous devez le voir. Parce que quand vous allez d'abord commencer, vous dites OK, nous voulons faire le diagnostic de l'espace urbain de la commune de Guidigis. OK, d'accord. Allez-y. Vous commencez par où? Vous savez que l'espace urbain de Guidigis se limite où? Ça commence où? Moi, je trouve ça en tête. Nous étions en 2010 au centre, dans la Haute-Sanaga, commune de Sem. L'OL, le prestataire qui devait faire le travail, se rend dans la commune. Il voit le maire. Monsieur le maire, la méthodologie prévoit qu'on fasse un DEP. Le maire demande, c'est le diagnostic de l'espace urbain. C'est quoi alors concrètement? Il dit non, en fait, on va travailler dans juste ce qui est ville. Il dit, mon fils, toi, tu vois les arbres, la forêt, et tout, comme ça. Tu dis que la ville, tu définis même d'abord la ville là, comment? C'est-à-dire que le père là, c'était un papa très posé, on n'embrouille pas avec les terres. Quand il a dit ça, il fallait d'abord que l'OAL se rassure qu'il a la bonne définition de la ville. Or, quand on veut voir la définition de la ville, quand vous vous rapprochez des sectoriels du MINDU, ils vont vous dire au Cameroun, on considère comme ville une agglomération, une zone où on a un minimum 2000 habitants, où les maisons sont espacées d'eux, où il y a des critères qui définissent la ville. Sauf que quand tu appliquais ça en SEM, tu voyais les arbres, la forêt, les oiseaux faire et tout. Concrètement, tu te disais, mais la ville même, ça va être où? Bon, tu comprends qu'il y a le centre administratif, qu'il y a la sous-préfecture, la gendarmerie, d'accord. En dehors du rayon, là, il y a encore quoi? C'est là où le maire dit non. Ici, en SEM, nous avons là où il y a la gare du train. C'est à Pella. Et là-bas, à Pella, au-delà de la gare où le train s'arrête, il y a même les agences de voyage, Avenir, Charité. C'est-à-dire qu'on est dans un village, hein, mais c'est plus développé. Il y a les motomanes, plus que le centre-ville même de SEM. C'est donc comme ça que l'OAL a compris que la cartographie de cet espace urbain devait prendre en compte non seulement ce centre administratif, mais aussi la zone de Pella, qui est une zone suffisamment développée. Si vous prenez, il y a une autre image pour que vous compreniez ça bien. Parce que le diagnostic de l'espace urbain se fait uniquement dans les aspects, les parties villes. Ceux qui vont souvent dans le centre, là, quand tu quittes de Yaoundé à Douala, il y a un endroit là où quand tu t'arrêtes au péage, tu entends seulement Gésier, 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 Gésier. On appelle l'endroit là comment? Boumniebel. Boumniebel que vous voyez là, avec toutes les boutiques, tout ce qu'il y a, comme vous voyez le goudron par-ci par-là. Boumniebel, c'est un village de l'arrondissement d'Ngormapoubi. C'est un village. Mais Boumniebel est plus développé que le centre. Et que même le sous-préfet lui-même qui souvent Ngormapoubi, il vient d'abord rester à Boumniebel. Pareil pour le maire. Parce qu'ils vous disent que c'est plus chaud. Donc, quand on fait le diagnostic de l'espace urbain, dans une commune comme Ngormapoubi, on est obligé de prendre en compte le centre administratif, mais de revenir aussi à Boumniebel pour prendre en compte toutes les particularités qui se trouvent dans cette zone-là. Donc, avec le guide,
ici, au niveau du diagnostic, il est important pour nous de procéder à cette actualisation des données parce que ce qui existait a forcément connu des changements. Donc, on va se dire quoi? On va se dire que il y a toujours cette prise en compte des spécificités avec la rencontre de certains délégués. Moi, je sais que vous avez le document, hein, donc je ne suis pas obligé de lire toutes les phrases qui sont là. J'explique ce qui est important pour que vous reteniez. Je sais que si c'est un film que je raconte, vous pouvez retenir plus vite que si c'est un film si c'est un document qu'il faut lire là-bas. Voilà pourquoi je préfère sortir des illustrations qui peuvent vous permettre de fixer ça dans votre pensée. Donc, nous disons ceci. En ce qui concerne la revue des politiques de développement, la revue des politiques de développement de la commune ou de la communauté urbaine est une activité visant à apprécier la portée des actions de développement menées au cours d'une période récente qui couvre un horizon de 5 ans correspondant à la période d'opérationnalisation du dernier plan de développement de la CTD, lorsqu'il existe. Apprécier la portée des actions de développement menées au cours de la période récente. Donc, ceux qui cherchaient à savoir qu'est-ce qui a changé, c'est juste un problème de sémantique. On a enlevé PCD, on a mis PDC. Voilà un changement. Ça. On dit que cette revue capitalise le cas échéant les résultats de l'évaluation du dernier plan de développement. Les critères d'évaluation des politiques là, c'est la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience, la durabilité, l'impact. Donc, même pour être OAL maintenant, il faut se lever très tôt. Parce qu'il faut avoir la capacité à pouvoir analyser sur la base de la prise en compte des critères de pertinence, de cohérence, d'efficacité, d'efficience, de durabilité et d'impact. Vraiment, on ne va pas rentrer dans la différence entre efficacité et efficience. Chacun comprend dans son tibia. Moi, vous avez Google là, vous tapez vous-même, vous allez voir. Parce que dans l'efficience, on demande de pouvoir produire plus de résultats avec peu de ressources, alors que dans l'efficacité, on réussit à faire ce qu'on a prévu de faire dans un délai bien précis. Voilà donc. Maintenant, on dit que lorsque le rapport d'évaluation du précédent plan de développement de la commune n'est pas disponible, il faudrait qu'on puisse réaliser une évaluation sommaire de la mise en œuvre de cet outil en s'appuyant aussi bien sur les ressources documentaires relatives que sur la consultation des acteurs de mise en œuvre, notamment l'exécutif communal ainsi que les bénéficiaires que sont les populations, le secteur privé. Ça, c'était ce qu'on pouvait vous dire concernant ça. Maintenant, on a la formulation du diagnostic au niveau de la commune. Comment est-ce qu'on fait? On a ces différentes étapes, le DIC, le DEC, le DPNV. J'ai dit qu'on aura l'occasion de revenir là-dedans. Les échelles de formulation du diagnostic, vous voyez bien là, DIC, DEC, DPNV, qui sont bien là. Comment est-ce qu'on procède? On va voir les outils qu'on peut utiliser, ainsi de suite. Lorsqu'on est dans une communauté urbaine, voilà un peu quand on veut formuler le diagnostic. Il dit, lorsqu'on est dans une communauté urbaine, je ne veux pas que quelqu'un me pose une question après, que nous, de la communauté urbaine, on fait même quoi à la formation là? Voilà les choses, les spécificités de votre CTD. Quand c'est la communauté urbaine, voyez, depuis pas, il dit la commune, la commune, la commune. Ici, au niveau du diagnostic, le premier niveau, ça concerne les acteurs internes de la communauté urbaine. C'est-à-dire le maire de la ville, les adjoints, le secrétaire général de la communauté urbaine, le receveur municipal, le personnel. Ici, on vise à réaliser un diagnostic de l'institution communale. Donc, on fait toujours ce qu'on a appelé le DIC au niveau de la communauté urbaine. Et le DIC, là, ça vise à identifier les forces et les faiblesses de la commune sur 4 axes. Gestion des ressources humaines, gestion du patrimoine, gestion des relations et puis gestion des finances. Ça, c'est comme ça qu'on procède. Les gens vont me demander peut-être pourquoi est-ce qu'on fait ça, parce qu'on peut avoir une institution communale ou de communauté urbaine qui est forte quand on regarde le nom ou quand on voit le bâtiment, mais qui est faible à l'intérieur. Vous avez des communes ici là qui ont encore des 8 mois d'arriérés de salaire. Alors que quand vous entrez dans le fond, vous voyez ce que la commune brasse comme ressources. On ne devrait pas avoir 8 mois d'arriérés. Parce qu'il y a un problème au niveau de la gestion des ressources financières. Ou même un problème au niveau de la gestion des ressources humaines. Comment vous pouvez être une commune, vous avez un camion ben, un pick-up et un autre véhicule, je ne sais pas trop quoi, 3 véhicules, mais vous avez 7 chauffeurs. 7. Et chaque maire qui vient, il vient avec son chauffeur. D'accord. On ne veut pas qu'on chasse les anciens. Mais est-ce que l'ancien chauffeur qui est là ne peut pas être redéployé ailleurs? Parce que vous continuez à payer la masse salariale de 7 chauffeurs. Hein. Parfois, même les 3 véhicules là, 2 sont sous cale. C'est là dehors, ça ne peut même pas rouler, c'est à mort. Mais chaque jour, regardez que moi, il travaille à la mairie. Il travaille à la mairie. Il travaille à la mairie. Tu as le salaire. Mais tu as le salaire sur la base de quoi? Autant même la mairie lance une pépinière là, et puis toi qui es chauffeur, mais sans voiture, tu pars à ton travail, c'est arrosé le matin, tu rentres. Ça va donner quelque chose.
Autant les gars qui fuient avec les recettes là, oui, non, quand on vend les tickets de marché là, les gars s'en vont souvent, ils fuient là parce qu'il n'y a pas beaucoup de collecteurs. On prend les chauffeurs là, on le met comme collecteur. Puis on ressent justement de récupérer aussi bien le mettre à la commune. Là, au moins, le salaire qu'il aura sera justifié. Donc, c'est pour ça qu'on fait le diagnostic institutionnel communal ou le diagnostic institutionnel de la communauté. C'est pour essayer de voir des questions comme celle-là et essayer de voir comment faire des suggestions, des orientations. Le deuxième niveau, le troisième niveau, tout ça, c'est toujours ces diagnostics qu'on essaie de faire dans les communautés. Et puis, nous avons la consolidation des données parce qu'il faudrait que tout ça soit fait et qu'on puisse consolider. Il y a des outils qui vont permettre de pouvoir travailler ça, notamment un arbre à problème qui va permettre dans chaque secteur d'analyser le problème en profondeur pour voir ce qui peut être envisagé en termes de solutions. Quand on parle de prospective stratégique, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait qu'il faut explorer les trajectoires d'avenir possibles pour la commune. Il y a un S là qui est de trop, on va corriger. En fait, c'est pour la CTD. Parce que dans cette prospective, on se projette déjà. Et les préalables, c'est qu'il faudrait qu'on ait les données statistiques et cartographiques, sans oublier qu'on puisse suivre les étapes en termes de construction de cadres analytiques, d'exploration des futurs possibles et de formulation des besoins de développement. Ça, on va rentrer en profondeur dedans. C'était juste une vue d'ensemble. Donc, je préfère ne pas éviter qu'on ait des redites en disant simplement que quoi? Que dans la prospective stratégique, c'est un exercice d'anticipation qui permet d'éclairer l'action présente à la lumière des futurs possibles et souhaitables. L'échelle de la commune, cette activité vise non seulement de réduire les incertitudes liées au futur du territoire, mais à anticiper sur les potentielles mutations à venir, mais aussi à construire le futur souhaité. Donc la prospective stratégique, en fait, permet dans le document de pouvoir anticiper. Là, on essaie de se dire ce qu'on pourrait faire pour solutionner un certain nombre de problèmes qui ont été identifiés. Ça, c'était l'essentiel de ce que nous voulions dire en ce qui concerne la préparation du processus de planification. Sur ce, je vous remercie pour votre bien aimable attention. Donc, après cette présentation, nous voulons recueillir quelques questions. On vous a dit qu'il y aura des exercices. On va commencer avec un peu aujourd'hui. Demain, on aura beaucoup. Où on va passer à beaucoup de travail. Où vous aurez des exercices pour un peu voir si vous comprenez. C'est vrai que le temps ne nous permettra pas de déployer tout ce qu'on peut déployer. Mais dans le temps qu'on a, on va essayer de gérer. Est-ce que sur la base de cette première présentation, il y a des questions que vous avez, que vous souhaitez, pour lesquelles vous souhaitez qu'on apporte des éléments de réponse? Oui, madame. J'ai deux petites questions. Elles sont très petites. La première, c'est par rapport à l'aspect focus group. Parce qu'avec le PNDP, il y avait le regroupement des gens, les jeunes à part, les femmes à part. On parlait de focus group. Est-ce que c'est encore intégré dans le nouveau PCD? Maintenant, de deux, je voulais savoir si la durée de PDC est toujours de 5 ans. Merci. Donc, pour que les rapporteurs puissent noter facilement, la première question, c'était de savoir s'il y aura encore des focus group. Vous voyez que nous, on a des apprenants qui sont déjà très avancés. Elle utilise les termes techniques. Focus group. Focus group, en fait, est une approche d'élaboration des travaux qui consiste à prendre les apprenants, les personnes avec qui on est, à les mettre dans des groupes spécifiques en fonction de certaines catégorisations pour pouvoir travailler avec eux. On fait généralement les focus group quand on est en train de vouloir éviter que, en travaillant en plénière, certaines informations ne soient biaisées. Et pour ça, on est obligé de faire les focus group pour être sûr qu'on ait certaines informations. La réponse à la question d'abord, c'est oui. Il y aura toujours les focus group. Dans le guide, on n'a pas dit directement qu'il y aura, mais nous avons consulté la hiérarchie du Mindevel qui nous a dit c'est intégré. Même si vous ne voyez pas dans le guide, pour la bonne mise en œuvre, vous pouvez intégrer les focus group. On fait les focus group pourquoi? Parce qu'il y a des données que vous ne pouvez pas avoir si vous ne faites pas ça. Je prends un exemple. Quand on va faire le DIC, le premier niveau de diagnostic, le diagnostic institutionnel communal, vous allez devoir questionner tout le personnel communal, y compris le maire, même son chauffeur, la dame qui lave le sol, sur ce qui se passe à la commune. En ce qui concerne les aspects finances, ressources humaines, financières, patrimoine. Quand vous allez essayer de demander, si vous prenez le maire, vous mettez à la côté de son chauffeur, du SG, du secrétaire, du receveur municipal, vous posez la question. Ici, en ce qui concerne le traitement du personnel, est-ce qu'il y a des mécanismes de motivation qui sont mis en œuvre
pour que tout le personnel soit à l'aise. Première chose, vous allez voir les yeux du chauffeur. Il va d'abord regarder le maire, le SG à côté. Parce qu'il aura peur de dire quelque chose qui peut se retourner contre lui. Quand vous allez essayer de vouloir comprendre encore en profondeur et de dire, bon, ok, d'accord. Parce que la réponse va difficilement sortir. Parce que même la SG qui est là, elle va vous dire qu'il y a ce truc depuis on n'a jamais pris en compte. Elle a fait l'émission, on n'a pas payé, il y a ceci, cela. Mais elle aussi, elle va d'abord quitter le maire. Parce que le maire, lui, va vous dire qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que SG, attends d'abord, on va voir ça après. SG, vraiment, attends les prochains CAC. C'est comme ça qu'ils disent souvent, non? Attends les prochains CAC, on va. Mais en temps, l'argent sort. L'argent sort. On sait, ça sort. Donc, vous n'aurez pas certaines réponses parce que vous aurez à côté de vous des acteurs qui sont dans des classes professionnelles différentes. Ils ne vont pas parler librement. Par contre, si vous prenez les chauffeurs, les balayeurs, ceux qui sont au terre-à-terre, le gardien, le vigile, ceux qui ouvrent le portail quand on en, vous les mettez dans un groupe à part. Vous dites, les gars, dites-nous la vérité. Ça se passe comment? Ils vont vous demander, on va retenir le nom de celui qui a dit. Vous dites, non, pas. Vous allez entendre la magie. Ils vont trahir tous les secrets. Ils vont parler dès qu'ils sauront qu'on ne va pas. Et alors que si vous les avez mis à côté, les responsables ne vont pas. Voilà pourquoi on fait les focus group. Ça, ici au niveau du DIC. Madame a posé la question sur les focus group. Et elle a parlé de hommes-femmes jeunes. Elle est à un autre niveau. Ça veut dire que les apprenants ici, chacun à son niveau. Elle est déjà très avancée. Elle est vers la terminale quand vous êtes encore au moins 2. Là, c'est quand on est dans le DNV, diagnostic niveau village. C'est là-bas qu'on a ce genre d'activité. Ici, il est question de mettre les différents groupes parce qu'il y a des choses que les femmes ne diront jamais qu'elles seront avec les hommes. Par exemple, dans le diagnostic, on va aborder la question de promotion de la femme et la famille. Il y a souvent une question dans le guide. Le guide d'ISS. L'ISS, c'est un outil qui permet de poser les questions pour avoir les réponses afin de connaître les problèmes. On va demander, qu'en est-il de l'union libre dans ce village ou des mariages? Vous avez les femmes et les hommes assis, côte à côte. Union libre ou bien mariage. Parce qu'il y aura à côté peut-être un couple où depuis la femme dit à l'homme que allons à la mairie. L'homme ne fait que dire que attends. Donc vous risquez de déclencher une bagarre là, alors que vous auriez pu éviter. C'est pourquoi on demande de mettre à part pour avoir l'information. Il y a de cela, on est en 2025, il y a de cela 13 ans. J'étais avec mon collègue ici là, M. Olinga. C'est lui qui gérait toute la région de l'Est, avec le PNDP, pendant plus de 10 ans. On était à l'Est, à Manjou, et on était en train de tester nous-mêmes les outils qu'on va vous enseigner ici. On testait pour être sûr qu'avant de demander aux prestataires qui vont faire le travail, qu'ils vont faire en respectant les clauses. Et que le temps qu'on a donné pour l'exercice est raisonnable. Pendant qu'on faisait l'exercice, on était sur l'ISS, interview semi-structurée, où il fallait qu'on ait les informations sur les problèmes qu'on rencontre dans chaque secteur. À cette époque, nous étions, lui, moi et 9 autres formateurs. Et il y avait mon assistante qui était aussi là. Pendant qu'on faisait le diagnostic, l'ISS là, on a abordé la question on était dans le domaine, je crois, de la santé. Moi, j'étais avec les hommes, avec un collègue. Mon assistante là, elle était avec un autre groupe et d'autres personnes. Nous avons posé la question, je posais la question sur la contraception. Comment est-ce que dans le village, on essaye de procéder et tout et tout et tout. Vraiment, les gens m'ont répondu là, les hommes m'ont dit des tas de choses là, j'ai entendu des choses. Mais quand on s'est retrouvé pour mettre en commun, ma collègue qui était de l'autre côté, quand elle est revenue, elle me dit que, est-ce que vous savez que quand j'étais avec les femmes là-bas, ils nous ont dit qu'ici, à Manjou, lorsqu'on ne veut pas tomber enceinte, on n'a pas besoin avec son partenaire d'utiliser les méthodes que l'hôpital demande. Il suffit simplement de s'assurer que lorsqu'on a eu dernier menstru, après ça, au lieu de jeter, on conserve dans un bocal, tant que ça reste et que ce n'est pas jeté, quel que soit ce que la femme fait, elle ne peut pas avoir de risques. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Bref, ils expliquaient une technique locale qui consistait à préserver cela caché dans un endroit. Elle dit que c'est jusqu'au jour où on se débarrasse de ça qu'on peut encore avoir la possibilité. Vous comprenez que c'est une méthode à la fois anthropologique, socio, je ne sais même pas comment qualifier. Scientifiquement, ça a un sens. Bon, mais je vous dis que quand moi-même, j'avais d'abord parlé avec les femmes là, quand j'étais à un, c'est spirituel. Spirituel, c'est le mot. Parce que moi-même, j'avais parlé avec les femmes là, mais rien n'est sorti. Mais quand une femme est partie parler avec les femmes, je veux parler de ma collègue qui était mon assistante, c'est là-bas que les vérités sont sorties.
On fait donc le focus group, comme madame dit, parce qu'on veut justement capter certaines choses particulières comme ça, que les gens ne peuvent pas dire librement. Mais quand ils se sentent en confiance, ils peuvent dire. C'est pour ça qu'avec ces femmes-là, j'ai essayé de parler un bon moment après, vu que j'étais un tintin devant la télé. Je suis parti, j'ai dit que madame, pardon, allô, c'est que madame Missambi que vous avez connue. C'est elle qui est partie. Et puis c'est comme ça qu'elle revient, elle nous donne ces éléments. Il y avait beaucoup d'autres choses. Donc, j'ai répondu à vos deux questions sur les focus group. La deuxième, c'est quoi? 5 ans. 5 ans, oui. C'est 5 ans. C'est 5 ans, parce qu'après 5 ans, on peut avoir beaucoup de choses qui ont changé à l'intérieur. Monsieur avait une question. Merci de la parole donnée. Je vais peut-être me présenter. Je suis M. Kana Duncan Jospin, je suis au service de la planification et des systèmes d'information géographique à la commune de Tchang. Oui, justement. Bon, merci d'abord pour la présentation de ce matin. J'ai une question au niveau du diagnostic territorial. C'est-à-dire, le diagnostic territorial concerne 3 outils, la mise en œuvre de 3 outils, le DIC, le DEC et le DMV. Maintenant, dans le DEC, vous avez dit que le DEC constitue, c'est le diagnostic de l'espace urbain communal, c'est-à-dire une portion du territoire dans la commune. Mais par contre, j'ai une expérience peut-être à partager qui va aboutir à une question. En 2018, j'ai participé à l'élaboration du PCD de la commune de Bamindjou. Et dans cette commune, le maire nous avait carrément dit l'espace communal ici que vous voyez constitue tout le territoire communal. Donc il n'y avait pas une portion dédiée à l'espace urbain dans la commune de Bamindjou. La commune de Bamindjou, c'est pratiquement 120 km². Il a dit mon espace urbain ici, c'est sur les 120 km². Et donc la question que je me pose est la suivante. Est-ce que le DNV va être implémenté dans ce genre de commune? Ça, c'est la première question. Maintenant, il y a une observation que je viens de faire sur le tableau affiché. Aujourd'hui, il faut parler du plan de développement communal. On ne parle plus du PCD. Voilà. Maintenant, vous avez dit élaboration des plans communaux de développement des communes. Donc, peut-être à votre niveau, il faut commencer aussi à... Voilà. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Merci d'être évident. Dans le fichier final que vous aurez, ce sera OK. Vous comprenez, n'est-ce pas? En ce qui concerne votre question, moi, je vais vous dire, il y a des principes simples dans la vie. Il y a des principes simples. Où on dit, pour faire telle chose, il faut faire ceci. Si tu ne fais pas telle chose, tu n'as pas ceci. Le maire, on a un guide qui permet d'orienter l'élaboration du plan de développement communal. Et dans ce guide, c'est pour ça que tu vois l'étape préalable, dans les préparations. J'ai précisé ici le fait qu'on s'accorde sur le cadrage méthodologique. Parce que c'est là qu'on explique au maire qu'on aura un moment où on va travailler juste en ville. On aura un autre moment où on va travailler dans les villages. Et moi, je connais ces cas. Parce que souvent, c'est un maire qui a certains conseillers qu'il aime gérer comme ses amis personnels. Il a peur de dire au conseiller là qu'on va te traiter dans le cadre de la ville, ou on va te traiter dans le cadre du village. C'est souvent ça que le gars craint. Et il dit donc que non, tout ce que vous voyez là, c'est la ville. Non, il y a des principes. Tu prends simplement la définition. C'est pour ça qu'on demande d'aller faire le DEC en commençant par voir le délégué du développement urbain et l'habitat, le MINDU. Il vous dit, ici, dans le département de tel, les communes de tac, Doukoula, machin, Mora, machin, tac. Ici, là, l'espace urbain, d'après notre ministère, c'est supposé se limiter à tac. Tu as d'abord l'élément institutionnel qui te couvre. C'est-à-dire quand tu rentres maintenant devant le seul maire, quand il commence à t'expliquer, comme le maire d'Insem nous disait, ça part là-bas, je vois seulement les arbres, la forêt. Il dit, ça continue. Il dit, espace urbain. Tu lui dis non. Au Cameroun, d'après, voilà ce qui est. Donc, c'est supposé être cette portion d'espace qui se retrouve dans telle zone. Et c'est comme ça. Parce que si tu t'entêtes à faire ce que tu veux, ce que lui veut, il va te produire un document final, tu auras un PDC, mais qui sera un PDC qui ne sera pas exploitable. Tel qu'on essaye de faire là, on respecte le guide méthodologique, on fait tout ça. C'est parce qu'on voudrait que, même si c'est à la tribune des Nations Unies, quand on sollicite quelque chose, qu'on soit sûr que si on a pris l'élément dans le PCD, que ce soit correct. Vous comprenez un peu? Moi, je vais vous dire, je vais vous blaguer, je vous dis ça, une information fondée. Il y a cela quelques années, je me suis retrouvé au Minépat, dans une division, je ne vais pas donner le nom, où je représentais Madame le coordonnateur national du PND.
Vous savez pourquoi? Le chef de l'État se rendait à New York, à la tribune des Nations Unies. Et l'un des points à l'ordre du jour, c'était sur l'évaluation des ODD. Il était question que le Cameroun présente sa contribution en ce qui concerne le niveau d'atteinte des ODD. Et quand les ministres ont réfléchi, ils ont dit, il y a le MINEPAD, à travers le programme national de participatif, qui a fait les PCD, où les ODD sont pris en compte. Est-ce qu'en se servant de ces PCD, on ne peut pas faire une situation pour voir ce qui était prévu et ce qui concourt? Moi, j'étais donc là, assis avec les tontons de ce pays, excusez-moi de les appeler comme ça là, où j'étais celui qui devait prendre le temps. Il dit, région du centre, région de l'ouest, voilà les 70 PCD du centre. Concernant les ODD, voilà ce qui était prévu. Voilà les projets réalisés qui peuvent concourir à temps. Je me suis assis comme ça pendant des jours. Tout ça, c'était pour préparer le mot que notre père, le chef de l'État, là, il devait lire aux Nations Unies. Pour que vous compreniez jusqu'à quel niveau on procède pour collecter les données. Donc quand toi, tu as un maire de Bamendjou qui te dit, mon frère, tu dis que le DEC, on fait, laisse ça. Voilà mon DEC. C'est tout ça. Si toi, tu l'écoutes et tu prends la forêt vierge, la montagne et ses franges, la Dama Ouel au nord, tu prends tout ce qu'il est en train de dire, qui ne respecte pas ce que le guide dit. Tu es en train de biaiser une collecte d'informations qui, demain, dans un autre cas, pourra poser problème. Et quand c'était aux Nations Unies, là, pendant que le père parlait, quand j'ai vu l'extrait à la CIA TV, j'ai revu certaines phrases, quand mon petit niveau, j'avais mis dans ça. J'ai compris que ce qu'on fait à la base, ça se retrouve par là. J'ai répondu non. Très bien. Ok. Bonjour à tous. Je suis Ebiejan Alban, secrétaire général de la commune de Kola. Oui. D'accord. Alors, je voudrais juste que vous reveniez un peu sur les explications de l'élaboration des PDC au niveau de la communauté urbaine. Parce que généralement, il y a beaucoup de soucis avec des communes d'arrondissement, surtout au niveau village. Parce que comment est-ce que ça va se passer au niveau du DNV? C'est cette explication dont nous avons besoin. Merci. Merci. Au niveau de la communauté urbaine, c'est un peu particulier. Parce que d'abord, la communauté urbaine n'a pas son territoire à lui, qui est dans un espace virtuel quelque part là-bas. L'espace de la communauté urbaine prend en compte l'espace des communes d'arrondissement. Vous comprenez un peu? Ce qui fait que si on se met à réfléchir comme si la communauté urbaine avait sa part d'espace à part, ça va fausser les données. Ici, il s'agira simplement de s'assurer que... Parce que la planification ne se fait pas dans l'air. On planifie sur le territoire. C'est pour ça que la première observation que nous avons faite aux experts qui ont produit le guide, nous leur avons dit, dans le guide, vous n'avez pas parlé de carte participative. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas la carte. La carte que vous voyez, madame, il n'y a pas. Mais nous, on leur a dit, on fait donc quelle planification sans carte? Ils nous ont dit non, c'est à compléter. Donc, à intégrer, effectivement, c'est normal. Donc, c'est aussi comme ça qu'au niveau de la communauté urbaine, les données qui vont être collectées vont être les données qui seront celles de leur ressort territorial qui sont constituées de ces communes d'arrondissement-là. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Il n'y a pas d'invention de données à faire. Parce que leur document, qu'ils disposeront à la fin, sera un document qui, en fait, va être un document qui évite, en fait, qu'il y ait un chevauchement entre les données aux communautés aussi, mais au contraire, qui prend en compte ce que les communes d'arrondissement ont eu à faire. C'est ça qui permet d'avoir ça. Parce que sinon, on va se retrouver à faire... Si on dit que oui, la communauté, ils planifient où? Leur territoire, c'est où? Le territoire de la communauté est le plus grand là, n'est-ce pas? Pour les communes d'arrondissement, c'est où? Le petit. En fait, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que, en termes, il dit que c'est le terroir. Bref, vous avez compris, monsieur le SG. Donc, il faut simplement se dire ça de manière facile. Ok, vous avez une question, c'est ça? Ah, you have a question. Je commence par lui, parce qu'il n'a pas encore posé la question. Good morning to everyone. Yeah, why during the expose you talked about the level of urban space in the community? I want to find out in the case where the council has a council development plan in action and they don't have space to carry out that project. And then you find out that he needs to see neither the SDO nor the DO, who is the chef there that we talk, to help him to look for a piece of land where that project can be situated. And they refused the project, that they should go and look for a land and acquire a land with money. How would such a problem be solved in a community? Because
if so, by so doing, the council has to go indebted by removing money to go and buy a piece of land for that project. That is one. Number two, you talk about the criteria for evaluating the development policies rate. Who has the relevance, who has the consistency, efficiency, and sustainability. After doing all these projects, at the end of the day, the sustainability is not there. Where has this sustainability gone to? Either from the council nor from the state. You see, a state can do a development in an area, just abandon the area like that. The structure stands there, nothing is being done to the structure and the rest, no sustainability to the structure. How will one identify such problem and how will the solution comes to that? Thank you very much. Si je dribblais souvent pendant les cours d'anglais, ça va me rattraper aujourd'hui. Vous voyez, non? On ne peut pas fuir. On disait souvent, c'est Dieu qui donne l'anglais de quelqu'un. C'est Dieu qui donne. Voilà maintenant, je suis expert, consultant. Il me pose les questions en anglais. Je dois répondre. Can you authorize me to answer in French first and conclude in English? Because if I start in English, I'm not sure that I will give all the answer. Thank you. Thank you. Il a posé deux questions. La première question, c'est que comment est-ce qu'on fait dans une CTD où on a un projet qu'on veut mettre en œuvre qui est prévu dans notre plan de développement communal et on a un souci en termes d'espace pour la réalisation du dit projet. On se réfère aux différentes administrations, les délégués, tout ça et autres. Ils disent que non, même si c'est le sous-préfet, tout dit vraiment. Et c'est la seule chose qu'il y a, la seule issue, c'est d'aller acheter un espace. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là, puisque on se retrouve dans une situation, on est sur un territoire, mais on ne peut même pas faire les investissements parce qu'on est obligé d'aller acheter. I think it is the question. OK. Là, moi, je réponds, non pas avec le mandat de consultant formateur, mais je réponds avec ma vingtaine d'années d'expérience en développement local. Ce qu'on fait très souvent, dans les cas comme cela, c'est que c'est au cas par cas. Ça ne peut pas être une solution qui va être applicable partout. Ça varie. Pour ça, je donne un exemple. Vous êtes de la commune de Tiko. Moi, je vais vous donner la commune de Nanga-Eboko. La commune de Nanga-Eboko, c'est le chef du département, la Haute-Sanaga. Ça a 123 villages. Il y a des villages où tu prends la moto pour aller de l'autre côté. Tu prends la pirogue pour aller, tu payes 25 000 d'un village à l'autre. Nanga-Eboko. À Nanga-Eboko, qui est vaste avec les forêts. Le maire nous disait il y a 3 ans que quand on lui donne un bloc de 2 salles de classe ou un bloc maternel à construire dans le BIP, il n'a pas les espaces. Alors quand tu arrives à Nanga-Eboko, tu vois la forêt, tu vois les espaces. Il dit tout est déjà sécurisé. Au point où lui-même, parfois, le carton risque de rentrer parce qu'on n'a pas vu où on va faire. Nous lui avons demandé, monsieur le maire, comment vous faites alors? Il dit non. Ce qu'il fait, c'est qu'il est obligé d'acheter. Acheter à un moment donné pour éviter de perdre le projet. Mais il y a d'autres qui ont anticipé. Et moi, je réponds toujours avec les expériences. Dans la commune de Ngoumou, ils ont commencé à sentir ce problème venir. Ça a commencé, les gens commençaient déjà à vouloir sécuriser les terres et tout. Rapidement, ils ont engagé un processus où ils ont sécurisé un certain nombre d'hectares pour que la commune ne se retrouve pas coincée demain. C'est-à-dire, dès que vous sentez que ça commence déjà, vous vous lancez très rapidement. Ils ont sollicité l'appui du FECOM qui leur a donné un financement pour qu'ils puissent essayer de sécuriser une certaine portion afin de réaliser les infrastructures. Comme réponse, réserve foncière, merci. Ils ont même finalement fait une cité municipale sur une partie de la réserve foncière. Donc comme réponse, ce n'est qu'une contribution. D'autres peuvent avoir meilleure solution. C'est au cas par cas. Si vraiment c'est fermé au point où il n'y a rien, vous essayez de voir, vous évaluer entre perdre l'infrastructure que vous pouvez réaliser. Parce qu'il faille acheter un terrain à 2, à 3 ou à 4 millions, je ne sais pas trop. Vous essayez de faire le ratio. Si c'est la seule solution, lancez-vous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer. Parce que si ceux qui vous ont précédé ont autorisé les gens à borner, à prendre partout, pour même quand la commune elle-même. Et très souvent plutôt par expérience. Parce qu'on analyse souvent les comptes administratifs, les documents des communes là, on prend le sommier du patrimoine. Quand on travaille avec le comptable matière, souvent on se rend compte que certains espaces, on dit que ce n'est plus pour la commune, c'est encore pour la commune. Parce que certaines personnes qui disent avoir des titres de propriété sur les espaces là, quand on questionne les titres là, certains ne sont pas tangibles. Ce ne sont pas des titres qui sont justifiables. C'est pas si on se comprend un peu. Donc il y a 3 approches. Soit vous achetez parce qu'il n'y a plus.
soit vous anticipez en sécurisant déjà des portions qui vont permettre que demain, le problème ne soit pas plus grand, soit vous essayez de questionner des espaces dont vous avez eu l'information que c'était initialement pour la commune, mais dont les particuliers vous disent que désormais c'est pour eux. Et quand vous entrez dans cette situation-là, très souvent, vous pouvez récupérer certains. Parce qu'il y a beaucoup là qui mentent. On vous dit, oh, c'était pour la commune, mais tel, alors qu'ils n'ont pas le document. Et puis, yes. The problem where we had this issue of water project that came to the community. KFW has to support the council with water project, and there is no piece of land around that area, and where that water has to pass is somebody's land. They cannot go and build the catchment inside the forest, or even inside the forest. While coming to town, you must pass through somebody's property, going right down to where you have to separate the water to other people to consume. In that case, the spaces are there. They are urban spaces, but it has been occupied by an individual. What are you going to do? Are you not going to buy? Il y a ce qu'on appelle une situation d'éviter. Hein? Il y a ce qu'on appelle des DVP aussi. C'est-à-dire que parce qu'on a un projet à caractère qu'on va réaliser et qui est important pour cette population, on essaie de voir dans quel vont être dans des financements pour permettre, oui. Il y a beaucoup d'approches irréalistes. On les écoute et on essaie de voir comment les établir et on réalise un projet qui va être bénéfique pour tout le monde. L'une des choses, moi je ne parle pas trop fort parce que je suis dans un atelier où le Mindieu est dedans, fort. Et ils sont les gens qui traitent beaucoup de ces questions-là. Donc je parle modestement. Mais je sais que, hein, oui, le MINCAF même et tout, mais comme je suis, le Mindieu ont aussi le document de planification là et tout, il faut, tout ça, ça va ensemble. J'explique ça parce que vous ne pouvez pas faire les omelettes sans casser les œufs. L'eau là, c'est pour les populations. Water is for population. Et si les gens ne sont pas capables de savoir que pour l'eau qu'on va bénéficier, on va sacrifier une petite portion pour que les canalisations passent, ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Même Yaoundé là, la poste centrale, vous voyez là, il y avait les arbres là-bas avant. Hein. Les gens disaient que c'était aussi le terrain. Là où il y a la poste centrale là. Et c'est comme ça qu'un jour, ça va arriver jusqu'en Bankomo. Ce sera seulement la ville, partout. Donc, les gens qui disent que c'est pour eux, c'est pas pour eux et tout. À un moment donné, pour le développement, il y a des consensus qu'on établit. On peut faire une DUP, on indemnise, on peut. Il y en a même qui peuvent même voir comment ils peuvent donner. C'est pour le bien-être de tout le monde. Moi, j'ai sillonné Marois ici l'autre jour avec le coordinateur du projet plateforme. Je ne sais pas si c'est plateforme ou c'est capitale régionale. J'ai fait le tour. J'ai vu comment il y a des quartiers ici. On a carrément creusé toute la route parce qu'on est en train de faire nous ont appelé ça, ou c'est les digreux, ou c'est quoi. Il y a un nom là. On est en train de faire ça dans beaucoup de quartiers. J'ai vu ça avec le coordinateur de capitale régionale. Les drains. Et pour ça, j'ai vu comment il y a des personnes qu'on a cassé, on a coupé la barrière tombait parfois. La boutique, il y a un monsieur là, j'ai dit que ouais, il n'ouvre plus sa boutique parce qu'on a creusé carrément. Et le coordinateur m'a dit non, les mesures ont été prises pour la compensation. Le temps que les travaux soient faits. Parce qu'après, on va couvrir, on va même bitumer au-dessus du drain. Et lui, sa boutique ne sera plus dans une brousse, ça sera maintenant en pleine ville. Donc on fait passer d'abord le développement. Pour la deuxième question que vous avez posée, c'était en rapport avec the second question was the sustainability of project. Ce que vous pouvez faire, what I can advise to you is when you have a project to implement, you have to discuss and think about that sustainability by including those who can observe that aspect. C'est-à-dire que, regardez un peu un exemple. Quand on réalise un forage, quand le PNDP par exemple réalise un forage, on dit il faut qu'il y ait l'équipe du projet au niveau du village. Et dedans, il faut qu'il y ait une personne, un comité de gestion. Le fait qu'il y ait un comité de gestion avec un responsable qui ouvre à telle heure, qui ferme à telle heure, qui fait ceci, qu'on cotise pour les pannes, c'est au moins un mécanisme pour assurer la durabilité. Et c'est pareil pour différents types de projets. Au niveau de la communauté, de votre commune, de votre collectivité, il faut réfléchir de manière à ce que lorsque vous avez des projets à réaliser, vous essayez de regarder cet aspect en voyant comment mettre en place un mécanisme de pérennisation. Et le mécanisme de pérennisation, c'est soit à travers des comités, soit à travers des responsables qui auront le rôle au quotidien de veiller à ce que cela soit fait. On peut même aller jusqu'à, je prends le cas de l'eau, comme vous dites là, on peut aller jusqu'à penser à un mécanisme où on a une convention entre
la structure qui vend les pièces de rechange, l'artisan réparateur qui va souvent réparer, et le cadre communal qui suit les questions de développement, les questions d'eau dans la commune. Si bien quand il y a une panne qui survient, quand l'artisan va aller réparer, il sait qu'on ne peut pas acheter la pièce à plus de tel montant. C'est tel qui va vendre la pièce. C'est toujours un mécanisme qui peut assurer aussi un peu la durabilité pour certaines infrastructures. Donc c'est un peu ce qu'on peut proposer comme réponse par rapport à ça. Ah, yes. Deputy Mayor of Chakiri, I want to add something to what my friend from Tiku has just said. All along, each council has its own specificity and the way of doing their things depending on the demands of the population. When we talk of about a situation which he mentioned, sometimes these things depend on the council and the collaboration they have with the supervisory authority, which we mention here as the SDOs, and even the DOs who are the chef-ter. Sometimes they don't have collaboration. The council has been given a lot of powers. It depends the procedure you are using. With us, it comes to a situation where the administration cannot allocate land for a project. And it ends in the situation where the land has to be bought. I think you simply make a council deliberation for councillors to adopt that money should be removed to buy the land, and the project passes. I think it would be not very all right for a DO to refuse land for a project for the community. The DOs at this moment that we are talking, they rely more on the councils because the resources of each particular council area or subdivision are managed by the council, the mayor. And if the DO doesn't collaborate, you find out detailing, you discover that there's a problem between the chef-ter and the mayor. When there is collaboration, there's no problem. I want to think so. I'm talking from what is happening to us. We make sure that we have a lot of collaboration with the administrative authority so that everybody should be on board. Apart from that, let me go back to participatory diagnosis, which is very, very important. Because when you go to participatory diagnosis, you target the population and their needs. And that is where they have to identify their needs, which you will take into consideration during your planning. If the collaboration too is not at the level of diagnosis with the population, you may make a planning which is going to fail because you go according to the demand from the population. So if that one is done, we have discovered that we have a lot of human resources. The laws are put in place. The partners are there. The population, they are there. But the problem that delays in most of the things that we talk about is what is happening in the treasuries, both the council treasury and the state treasury. The time for payment, in most cases, delays. And when it delays, the contractors who have the companies, they run away from receiving contracts from the council, and for that reason, all the planning and all what we have put in place for execution end up failing. Now, I end up by asking a question, because our partners who are now sponsoring the seminar which we are holding today, and most of them, they have very good relation with international bodies. If not, maybe we cannot be here. What are we doing at the level of helping councils to accompany them financially?
Because all the money that the council spends goes with contracts. Sometimes the contractors are running away because the payment is slow or take a lot of time. What are we doing to accompany the councils with finances, to look for finances to assist us? Thank you. Thank you. That is another consultation. Because if you have to think about it, we need to take many, on doit prendre en compte plusieurs paramètres. C'est-à-dire trouver des partenaires qui peuvent aider les CTD à financer leurs projets. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, donnons-nous le temps, parce que dans cet atelier, il est prévu qu'on aborde la question du financement du PDC. Quand on va aborder cette question, on va essayer de voir ce qu'il y a comme piste. Vous voyez un peu. So, just wait. Because on va aborder cette question. Peut-être ce qu'on va présenter que l'institution a prévu, si ça ne suffit pas et qu'on a nous-mêmes aussi un certain nombre de choses à proposer, on va le faire. Ok. Sur ce, je vous remercie pour votre bien aimable attention une fois de plus. Nous allons passer à la prochaine présentation qui, cette fois-là, va porter sur une autre thématique.